Continuons sur notre lancée cette analyse de l'universalisme à la chinoise. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que cet universalisme est une doctrine des besoins. Pourquoi ? Pourquoi donne-t-elle tant d'importance à la question des besoins des uns et des autres, et non pas seulement des besoins de la Chine ? Pourquoi se propose-t-elle d'être à l'écoute des besoins des différents interlocuteurs, aussi bien en interne, au niveau de ses propres citoyens, qu'au niveau international en matière de géopolitique ? Eh bien parce que la violence, c'est précisément le refus d'entendre le besoin des autres. C'est la tentation d'imposer des stratégies que nous croyons être les meilleures au mépris ou en tout cas dans l'ignorance des besoins des autres. On a donc là une doctrine, cette doctrine chinoise de l'universalisme, une doctrine qui se propose de prendre à bras le corps le problème de la violence, qui se propose d'y remédier. Et dans cette perspective-là, discuter ne suffit pas, parce que si discuter, c'est seulement vouloir convaincre les autres de la supériorité des stratégies que nous avons envisagées, eh bien, cela ne pourra conduire qu'à une aggravation de la violence. Discuter ne suffit pas. Il s'agit, dans la discussion, de prendre en considération les intérêts, les besoins qui sont partis au contrat, qui sont partis à la discussion. L'efficacité pratique de cet universalisme à la chinoise dépend, je crois, de sa volonté de s'harmoniser, notion capitale, récurrente, s'harmoniser aux besoins de ses interlocuteurs. Il ou elle dépend, cette efficacité, de sa connexion empathique, pour parler comme Marshall Rosenberg, si vous me permettez cette récupération d'un concept de la psychologie pratique de Marshall Rosenberg. Il s'agit donc d'établir, par la discussion, une connexion empathique, c'est-à-dire entendre et répondre aux besoins des autres, sans sacrifier les nôtres. Contrairement à la bienveillance des droits de l'homme, qui conditionne toute négociation à la reconnaissance d'un corpus de droits, à l'acceptation d'une doctrine, la concertation socialiste commence par s'intéresser aux intérêts concrets, particuliers, et aux moyens de les satisfaire, c'est-à-dire aux stratégies, mais dans un deuxième temps, seulement les stratégies. Xi Jinping affirme le primat des besoins particuliers sur les règles générales du droit, les règles devant s'accorder à la singularité des situations. Ce principe est formalisé par une référence au confucianisme de Mencius. Je cite Mencius, que cite Xi Jinping, notamment dans le deuxième tome de la gouvernance de la Chine. Je vous renvoie à la page 286 de la version chinoise pour cet extrait du Mencius qui dit « Il est naturel que les choses soient différentes ». Xi Jinping dit cela pour souligner la nécessaire spécificité de toutes les politiques nationales, et non pas pour affirmer la supériorité d'une identité nationale particulière et la légitimité de sa course à la domination. Il est naturel que toutes les choses soient différentes. Il n'est donc pas naturel de vouloir les uniformiser. Voilà ce que veut dire Xi Jinping. La mondialisation comme uniformisation de la géopolitique mondiale sous la domination sans partage d'une doctrine uniformément appliquée à la planète par l'intermédiaire d'un gendarme mondial, vous voyez à qui on pense évidemment, eh bien ce n'est pas la solution. Il n'y a donc partage ou intégration de valeurs ou règles communes
qu'à condition de répondre à des besoins exprimés et mutuellement. Je crois que les nouvelles routes de la soie sont le lieu de l'expression de besoins économiques, matériels par exemple, de même que une institution telle que l'Organisation de Shanghai est faite pour répondre à des besoins géopolitiques de sécurité, etc. Donc, pour répondre à ces besoins, la Chine propose des stratégies, mais il faut bien distinguer les besoins et les stratégies. En tout cas, cette prise en compte de la diversité des besoins, bien qu'il y ait des besoins universels, le besoin de sécurité par exemple est un besoin universel. Il est en tout homme et il permet de comprendre que le multipolarisme, pour parler comme Xi Jinping, ou le multiperspectivisme, pour le dire d'une manière plus philosophique, comme j'ai l'habitude de le faire, n'est pas un simple relativisme. Ce multipolarisme ou ce multiperspectivisme sont enracinés dans une réflexion sur des besoins universels. Ce multiperspectivisme ou ce multipolarisme, c'est une philosophie universaliste. C'est la philosophie universaliste d'un monde multipolaire, polycentrique. Certes, il y a des nations différentes qui ont des identités différentes, mais ces identités différentes ne doivent pas nous faire oublier l'universalité, c'est-à-dire le caractère commun, absolument commun, des besoins humains sur lesquels elles reposent. Donc cet universalisme à la chinoise prend acte d'un côté de l'hétérogénéité, de la diversité des cultures, de la déclinaison variée de leurs besoins particuliers. Mais de l'autre côté, il reconnaît le caractère universel de ces besoins et il cherche les moyens communs, c'est-à-dire mutuellement profitables, les moyens mutuellement profitables d'accroître la puissance de tous en faisant jouer les complémentarités, en composant ici et là les points forts de chacun, chaque fois, par des rapports ou des accords spécifiques. Ce multiperspectivisme ou ce multipolarisme évite à la fois le relativisme culturel qui se bornerait à reconnaître la diversité des cultures sans reconnaître le besoin ou les besoins universels qu'elles ont de se relier dans un monde globalisé, tout en renonçant à subsumer ces différences sous l'unité d'une norme transcendante, uniforme et abstraite, telle que la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'une telle subsomption aurait quelque chose de violent, justement, tant que les besoins particuliers des nations et des individus ne seraient pas entendus. Donc la distinction pertinente pour penser l'articulation de l'universel et du particulier, ici, dans le but d'éviter toute violence géopolitique, dans le but de nous faire sortir des rapports traditionnels de domination qui sont ceux de la géopolitique, la distinction pertinente, ce n'est plus celle du tout unifié et des parties séparées, mais c'est celle du besoin de coopération avec ses moyens de puissance et du besoin de dominer avec les moyens de pouvoir. Cette distinction puissance et pouvoir, je l'ai déjà travaillé, je l'ai déjà longuement développé, expliqué. Je vous renvoie au précédent podcast qui traite de cette question. Ce qui est universel, ce n'est donc pas telle ou telle valeur, par exemple la liberté telle que comprise dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui est universel, c'est le besoin de puissance lui-même, c'est-à-dire un besoin immanent de durée qui gagne ou qui s'épanouit, si vous voulez, en combinant des besoins particuliers. Et de ce point de vue, je m'écarte de la position exclusiviste de l'universalisme d'un Alain Badiou, par exemple, c'est-à-dire d'un certain internationalisme communiste, qui rejette en effet, je cite Alain Badiou,
qui rejette le culte des identités nationales, raciales, sexuelles, religieuses, culturelles, tentant de défaire les droits de l'universel. Je cite donc Alain Badiou, fin de citation ici, mais c'est dans le second manifeste pour la philosophie, un texte paru chez Flammarion en 2010, je vous citais la page 9. J'insiste sur le fait que l'universalisme, le nouvel universalisme à la chinoise de la nouvelle ère, ne s'oppose pas aux identités particulières des nations, mais les inclut, les intègre. Il faut penser cet universalisme sur le modèle mathématique de l'intégrale ou de l'intégration plutôt que sur le mode logique de l'alternative. Ou. Ce n'est pas l'universalisme ou le particularisme, mais c'est un universalisme qui intègre comme légitime tous les besoins particuliers qui s'expriment sur la Terre, aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des nations. L'universalité d'une doctrine se mesure à son degré d'inclusivité, désormais, et dans l'universalisme à la chinoise de la nouvelle ère, ce qui, vous le voyez, n'est pas le cas dans l'internationalisme ou dans un certain internationalisme communiste, tout marxiste qu'il soit. Mais vous savez que la doctrine de Marx, la philosophie de Marx n'est pas consolidée, comme on dit en philosophie, elle n'est pas unifiée, elle n'est pas intégralement cohérente. Marx a beaucoup écrit, il a eu beaucoup d'idées géniales, mais il s'est aussi beaucoup contredit. Et donc il faut faire le tri pour comprendre les différences, sans en faire spécialement reproche à Marx, mais en prenant en tout cas, pour ce qui est d'expliquer la doctrine chinoise, les bons concepts qui permettent d'en rendre compte. L'universalité d'une doctrine, et j'en resterai là pour aujourd'hui, l'universalité d'une doctrine se mesure à son degré d'inclusivité, c'est-à-dire à sa capacité à passer davantage d'accords particuliers et protéiformes avec des pays partenaires. Donc je reviendrai là-dessus parce que cela dicte évidemment une certaine conception de la démocratie mondiale, du débat et de la géopolitique. Voilà, j'espère que ces quelques explications concernant la distinction entre les besoins et les stratégies, entre le pouvoir et la puissance, permettent d'éclairer toujours mieux le sens, je dirais, pacifiste, non violent, en tout cas dans ses prétentions, de la doctrine socialiste chinoise et spécialement de sa conception de l'universalisme. Je n'en dis pas plus pour aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous pour la suite de cette réflexion, pour l'approfondissement de cette réflexion dans un prochain podcast, et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.